Bonjour Kakoni Bikpo. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation à participer à la première édition des PwC Solver Talks. Tu es commissaire chargé du département de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement à l'UEMOA, je rappelle l'Union économique monétaire ouest-africaine. Tu es également économiste, chercheur, directeur de l'Observatoire de l'Afrique subsaharienne de la Fondation Jean Jaurès, et tu as été au Togo ministre chargé de l'évaluation des politiques publiques et des prospectives. Tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels, les plus importants, Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, qui t'a définitivement imposé comme anti-franc CFA. Tu as également édité l'urgence africaine, tu as rédigé l'urgence africaine, changeant de modèle de croissance. Et pour compléter cette édition, ce livre, tu as rédigé une solution pour l'Afrique, du protectionnisme au bien commun en 2022. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. L'objectif du PwC Solver Talks, comme je te l'avais indiqué, est d'initier une réflexion prospective à la recherche de solutions, à la recherche de perspectives pour accélérer le développement de l'Afrique. L'Afrique a différents enjeux, différents défis de divers ordres. La santé, l'éducation, la gouvernance, les infrastructures, la transformation des organisations, l'amélioration de la productivité agricole, les infrastructures, encore. Et de nombreux analystes s'accordent pour dire que le défi de l'Afrique n'est pas tant dans sa pauvreté, ni même son absence de compétences, ni l'absence de liquidité ou de ressources, mais se trouve peut-être dans ses vulnérabilités en ce qui concerne ces questions d'organisation sociale, politique et économique, ou plus largement en ce qui concerne les réponses que l'Afrique apporte à ces enjeux qui lui sont assez propres. L'Afrique, à côté de cela, a de nombreux atouts. Comment est-ce que l'Afrique va transformer ces atouts pour en faire un game changer qui permette à l'Afrique de faire face à ces méga tendances que nous observons dans le monde et particulièrement en Afrique, et que chez PwC, nous avons identifié sous un cadre appelé ADAPT. A pour asymétrie, plusieurs disparités dans les opportunités de croissance dans diverses régions du monde, et même au sein d'un même pays. D pour disruption, les changements technologiques et autres événements, récemment la pandémie Covid-19. L'âge pour le A, la croissance de la population, l'urbanisation, en Afrique également. Le P pour polarisation, plusieurs fractures sur les questions socio-économiques dans plusieurs parties du monde, mais également au sein de même pays. Et enfin, T pour le trust, la confiance. On note un besoin accru, de plus en plus important, de demande de croissance des citoyens vis-à-vis des institutions. Avec toi, ce que nous souhaitons faire pour cette première édition des PwC Solver Talks, c'est d'examiner non plus les questions, mais les réponses qui peuvent être apportées. Et je te propose que nous commencions notre échange par la question de la sécurité, ou devrais-je plutôt dire de l'insécurité alimentaire. Parce que, tu le sais, hein, tu es en charge du département de l'agriculture, la question de l'alimentation, au-delà des aspects biologiques ou nutritionnels, il y a une dimension politique, sociale, économique, religieuse et même culturelle à cette question. Et les projections de l'ONU anticipent d'ici 2050 que la population de l'Afrique va passer à 2,5 milliards d'individus. Comment est-ce que nous allons pouvoir assurer la nutrition de cette population, sachant qu'une étude de 2021 de l'INRAE, qui est l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, constate déjà que nous avons aujourd'hui de la peine à le faire. Or, 2050,
c'est dans moins de 30 ans. Et je rappelle également qu'il y a 25 ans, 26 ans précisément, lorsque tu passais ta thèse de doctorat en économie, elle portait sur l'insécurité alimentaire. Donc l'insécurité alimentaire, il y a déjà 30 ans, tu l'avais identifié. Il nous reste moins de 30 ans. Comment l'Afrique va aborder la question de la sécurité alimentaire face à une augmentation de sa population dans un contexte de crise conjoncturelle, la crise russo-ukrainienne, la pandémie Covid-19, mais également de crise structurelle, les dérèglements climatiques et également les différents aléas sécuritaires et politiques qu'on peut connaître en Afrique. C'est ce que je voudrais échanger, aborder avec toi en termes de solutions Kakou. Merci beaucoup, chère Nadine. Tu as tout dit, hein? C'est-à-dire que le défi de la sécurité alimentaire, c'est un défi fondamental parce que nourrir le peuple, c'est en fait la raison d'être de l'État, en fait. Ce qu'on attend de la puissance publique, c'est de s'assurer que les citoyens arrivent à se nourrir décemment. Et par rapport à la question de la sécurité alimentaire, on a 3 dimensions. On a l'offre, donc notre production, ou ce qu'on importe. On a la demande, donc ce que les gens demandent, ce dont ils ont besoin. Et puis les conditions dans lesquelles l'offre rencontre la demande. C'est-à-dire comment les marchés s'organisent et est-ce qu'il y a suffisamment d'infrastructures matérielles et immatérielles. Quelles sont les institutions qui vont faire que l'offre et la demande vont bien se rencontrer. Et donc, c'est autour de ces 3 dimensions que se pose le défi de la sécurité alimentaire. Et ce que j'ai observé de par mes travaux, mais aussi et surtout par l'expérience professionnelle et mon poste actuel de commissaire à l'UEMOA, c'est qu'on a 3 dimensions, vraiment, que nous devons aborder avec sérieux et rigueur pour résoudre la question de l'insécurité alimentaire. On a 3 dimensions. La première, c'est vraiment l'accroissement de la production et de la productivité. Et dans cette première dimension qui est l'accroissement de la production et de la productivité, on a la question de la maîtrise de l'eau. Plus de 60 ans après les indépendances, nous avons toujours une agriculture pluviale. Quand il pleut, on a de bonnes récoltes. Quand il ne pleut pas, on n'a pas de bonnes récoltes. Bon. Et donc, on n'a toujours pas maîtrisé l'irrigation. Et donc, on est au cœur de l'impératif de l'agriculture qui est la maîtrise de l'eau. La deuxième chose, c'est les variétés. Comme tu l'as dit, un processus de changement climatique qui fait que certaines variétés traditionnelles sont de moins en moins productives. Et donc, il faut beaucoup de recherche en matière de variétés. Il faut que nous accompagnions nos paysans à respecter les itinéraires techniques, donc les différentes dates de semis, de sarclage, de récolte. Et enfin, dans ce premier volet autour de la question de la production, il faut absolument que nous puissions accompagner avec des infrastructures post-récolte nos récoltes pour que ce qu'on observe souvent et qui nous crève le cœur, c'est-à-dire des mangues qui pourrissent, des balles de coton qui prennent la pluie parce que mal stockées, et donc qui dégrade la valeur de la fibre. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment le grand bloc autour de la production. Mais il reste 2 blocs. Le bloc de ce qu'on appelle les arrangements institutionnels. C'est-à-dire comment faire en sorte que nos paysans puissent accéder au crédit. Comment faire en sorte qu'ils puissent accéder à l'assurance. Comment aider les paysans à se structurer en organisation paysanne pour pouvoir capter une part acceptable de la valeur créée par eux. Et puis,
tout ce qui fait que nos jeunes ont tendance à quitter les zones rurales. Comment les amener et les garder? On va en reparler certainement, l'électricité, mais l'eau, si, les dispensaires, les écoles, les pistes rurales, parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut pouvoir écouler ce qu'on produit. Et donc, tout ce bloc autour des arrangements institutionnels, c'est un défi urgent. Et enfin, le troisième bloc, c'est le bloc de la cohérence des politiques publiques. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de te dire, Nadine, quelle est la vision que l'on a de l'agriculture dans nos pays. Dans le sein de l'Union européenne, je sais, la politique agricole de l'Union européenne, c'est 50% du budget de l'Union européenne. Et l'idée, c'est de protéger le paysan en lui garantissant des prix et en lui garantissant des revenus. Dans nos pays, je suis incapable de dire quel est l'objectif de la politique agricole. Vous voyez? Et à supposer même qu'il y en ait un qui soit clair, quelle est la cohérence entre cette politique agricole et la politique commerciale? Parce que si vous voulez accroître votre production locale, mais vous ouvrez les barrières pour que les gens vous envoient ce qu'ils produisent eux, ben, vous allez décourager vos propres producteurs. Donc si le riz thaïlandais est préféré au riz togolais, il n'y a aucune raison que le producteur de riz togolais s'en sorte. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut une cohérence entre la politique commerciale et la politique agricole. Il faut une cohérence entre la politique agricole et la politique de change. Si vous exportez dans une monnaie très forte, vous ne pouvez pas être compétitif. Vous voyez? On peut multiplier les exemples. Donc, l'idée, c'est prendre ces trois blocs, donc la production, les institutions et les politiques, pour en faire un moteur de la transformation de l'agriculture africaine. Et donc, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Il faut créer les mécanismes incitatifs pour y arriver. Très bien. Je vais revenir sur les trois blocs. Le premier bloc, tu dis comment est-ce que nous allons améliorer la production, la productivité. Et tu donnes comme exemple la maîtrise des mécanismes d'irrigation. Tu donnes également comme exemple l'accompagnement des jeunes, des paysans. Je voudrais te demander comment c'est possible aujourd'hui d'aller sur la Lune, mais de ne pas pouvoir concevoir des mécanismes d'irrigation qui vont permettre de faire face aux aléas climatiques par rapport à l'eau. Je voudrais également te demander, lorsque tu parles, et ça c'est le deuxième bloc, des mécanismes institutionnels. On a observé après les indépendances qu'il y a eu des organisations, des structurations et même des banques agricoles communautaires pour pouvoir accompagner, mais le constat reste le même. Et sur le dernier bloc qui est l'adéquation entre déjà avoir des politiques qui répondent à ces questions agricoles, mais également des politiques commerciales, donc internationales, dans un environnement où nos paysans, nos agriculteurs ne sont pas accompagnés. Comment c'est possible? Tout à fait. Oui, ce sont des points qui sont vraiment des points cruciaux. Ce que j'avais mis en évidence il y a déjà une vingtaine d'années sur la question de la persistance de l'insécurité alimentaire dans nos pays, c'est ce qu'on peut qualifier de paradoxe. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de lutter contre l'insécurité alimentaire n'en souffrent pas, et ceux qui en souffrent n'ont pas les moyens de s'exprimer. Donc, quand on comprend ça, on comprend pourquoi ça dure. Parce qu'au fond, le triptyque qui est à la base, c'est-à-dire l'État, le territoire et les sociétés, ce triptyque n'est pas très cohérent en Afrique. C'est-à-dire que vous avez des États qui n'ont de viabilité que dans les capitales. Okay. Quand vous quittez Lomé, vous n'avez pratiquement plus rien. Quand vous quittez Bamako, vous n'avez plus rien. Quand vous quittez Ouagadougou, vous n'avez plus rien. Donc ça veut dire que les États qui sont des produits de la colonisation et non des produits des nations africaines se sont focalisés sur les capitales et donc le monde urbain et ne répondent en priorité qu'aux attentes du monde urbain. Et donc, naturellement, sont incités à promouvoir l'importation de biens et services
et ce qui va permettre aux urbains de s'alimenter à bas coût, parce que les urbains sont pauvres. Et donc, on n'a pas eu, en fait, de vraie politique agricole sur la totalité des territoires. Or, les 3/4 de nos populations sont rurales, ce qui fait que ces populations étaient abandonnées, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce paradoxe qu'au moment où on peut aller sur la Lune, qu'on n'ait pas été capable de construire des mécanismes d'irrigation, comme les Chinois l'ont fait depuis des siècles, pour aider nos paysans. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, comme mécanisme explicatif. Et donc, ça veut dire qu'il faut des politiques territorialisées. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faut qu'on reparte vers les territoires et qu'on prenne en compte l'intelligence des territoires pour adresser justement ces 3 blocs, les arrangements institutionnels, la production et les politiques. Est-ce que ce n'était pas là l'un des objectifs recherchés par les différentes politiques de décentralisation que nous connaissons dans plusieurs de nos pays en Afrique? Est-ce que ce n'était pas également la possibilité d'apporter une réponse de manière à traiter de manière territoriale, de manière locale, ces enjeux qui sont importants? Parce que si le besoin se tourne vers la population urbaine qui a de moins en moins les moyens de faire face à l'inflation, dans le cadre de l'importation de ces denrées alimentaires, alors que localement, il n'y a plus de main-d'œuvre pour travailler parce que tout le monde vit en ville, ça continue quand même de poser un problème très, très important et la décentralisation n'a pas adressé. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, disons qu'on n'a pas d'État digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on a en général 2 visions de l'État. L'État jacobin, donc l'État centralisateur, donc à partir de la capitale qui va gérer tout le pays, tout le territoire, ou alors l'État girondin, plus décentralisateur, qui va s'appuyer sur les spécificités des régions ou des collectivités locales. Bon. Le problème qu'on a en Afrique, c'est que comme nos États ne sont pas des produits de nos nations, mais des héritages de la colonisation, vous avez, une fois que vous rentrez dans le processus de décentralisation, un risque de démantèlement de l'État. Parce que au cœur de cet État, qui est un État avec des coûts de transaction énormes, parce que chaque groupe a sa façon d'être, vous avez le risque qu'il n'y ait plus d'État, en fait. Et donc, sinon, quand je prends le triangle Sénoufo, c'est-à-dire le sud du Mali, l'ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure zone agroécologique en Afrique de l'Ouest pour faire du coton. Et donc, on pourrait imaginer un pôle de compétitivité coton dans cet espace, ce triangle Sénoufo. Mais très vite, vous allez vous rendre compte que le gouvernement ivoirien n'est pas forcément en phase avec le gouvernement malien, qui lui n'est pas en phase avec le gouvernement burkinabé, ce qui fait qu'on retombe sur les contraintes institutionnelles de l'État-nation dans un environnement où si on s'en tient aux caractéristiques agroécologiques, on devrait faire, dans une optique de décentralisation, des pôles de développement territorialisés. Et donc, on a cette difficulté qu'on essaie de transcender avec l'intégration régionale. Et donc, cette double tension, c'est-à-dire le supranational et puis la décentralisation, c'est une tension qui doit être mise en adéquation avec l'État. Sinon, l'État-nation pourrait disparaître. Or, avec le principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation, que l'Union africaine a adopté dès les années 60, et même les Nations unies, on a beaucoup de coûts de transaction. Beaucoup de coûts de transaction. Et ça, c'est des sujets qui sont des sujets importants. Tout à fait. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment l'importance et l'intérêt d'avoir des politiques ou des institutions qui se mettent ensemble. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas également une place au partenariat public-privé pour pouvoir adresser ces questions de manière à ne pas rester indéfiniment dépendant
des arrangements ou de l'absence d'arrangements institutionnels. Comment tu vois ça? Tout à fait. Il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que on a souvent confondu la décentralisation avec la délocalisation. Ce que nos États n'arrivent pas à faire, c'est qu'ils veulent bien déléguer, mais ils ne donnent pas les ressources pour que l'espace, en fait, qui est sous lui, puisse s'autonomiser. Et donc, il y a loin de la coupe aux lèvres, comme disait Keynes, c'est-à-dire qu'on a la bonne volonté, mais derrière, ça ne suit pas, en termes de mise à disposition des ressources, ou en termes de génération sur le plan local d'une fiscalité suffisamment forte et inclusive pour que les territoires puissent se prendre en charge. Ça, c'est le premier défi. Il y a, me semble-t-il, un second défi, c'est au fond la capacité de créer des environnements qui pourraient inciter le secteur privé à rentrer dans des domaines qui peuvent être des domaines perçus comme étant fortement risqués. Pourquoi c'est la puissance publique qui, historiquement, s'est occupée de l'agriculture? C'est parce qu'il y a des investissements pour lesquels le rendement social est supérieur à la valorisation par le marché. Et ce sont des investissements qui sont ce qu'on appelle générateurs d'externalités. C'est-à-dire que moi, je creuse un puits devant ma maison, je ne peux pas interdire à mes voisins de venir prendre de l'eau. Vous voyez, donc, je n'aurai pas d'incitation à aller creuser ce puits devant ma maison. Okay? Mais je vais le creuser dans ma maison. Donc, tout ce qui ne peut pas être facilement appropriable nécessite que ce soit la puissance publique qui s'en occupe, ou en tout cas ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire une sorte d'organisation quand même intelligente, rationnelle, qui puisse préserver les ressources, qui s'en occupe. Nous, ce qu'on observe en Afrique, c'est qu'on a une double défaillance de l'État, je viens d'en parler, mais aussi du marché. C'est-à-dire que le marché ne donne pas les informations qui peuvent permettre au secteur privé de s'engager. Et donc, il nous faut absolument des systèmes d'information financés par l'État, des infrastructures financées par l'État et les collectivités, et un système de droit pour qu'il y ait une sécurité juridique, pour que le privé puisse rentrer dans ce qu'on peut qualifier de partenariat public-privé. Mais ça me paraît, je critique souvent la Banque mondiale, mais quelque chose que la Banque mondiale a fait de bien depuis 30 ans, c'est le doing business. Cette capacité à vouloir mettre en place des indicateurs de climat des affaires qui puissent être sains. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Si on veut que le privé prenne sa part dans le processus de développement. D'accord. C'est vrai que c'est très clair ce que tu indiques, mais je vais aller un peu plus loin. Je vais prendre l'agriculture avec ce que tu viens de nous indiquer par rapport aux risques, aux aléas en termes de retour sur investissement, et je vais te demander pourquoi est-ce que c'est différent quand on parle de ressources minières, par exemple, ou de ressources pétrolières, où il y a également nécessité de puissance publique, mais ça fonctionne ou ça arrive à fonctionner, en tout cas pour plusieurs intérêts, mais ça l'est moins pour l'agriculture. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas totalement organisé ou maîtrisé par nos politiques ou... Tout à fait. En fait, c'est parce qu'on a deux objectifs. Et là, on est obligé de faire intervenir dans notre analyse l'étranger. Voilà. C'est-à-dire que le monde a besoin des matières premières africaines. Et donc, le pétrole, vous aurez toujours les grandes majors qui auront besoin d'aller puiser du pétrole pour la survie du capitalisme mondial. Et donc, quelles que soient les contraintes, on trouvera les ressources pour accéder aux matières premières.
C'est comme les terres rares. Il y a un certain nombre de matériaux qui ne sont qu'en Afrique et dont on a besoin pour le monde aujourd'hui, pour nos téléphones portables. Il y a un certain nombre de minerais qu'on ne trouve qu'en Afrique, en fait. Et donc, pour ce genre de matières premières, il y a une sorte de coalition internationale autour des multinationales pour y accéder. Quelquefois même avec l'organisation plus ou moins consciente de conflits territoriaux. Quand vous prenez la République démocratique du Congo, qu'on a appelé un scandale géologique, personne ne peut comprendre la cohabitation entre autant de richesses dans le sous-sol et autant de misère et de pauvreté. Vous voyez? Maintenant, la différence avec les matières premières agricoles, c'est quoi? C'est que le reste du monde n'a pas besoin de l'Afrique pour se nourrir. Le reste du monde a déjà réalisé sa révolution agricole. En un pays comme la France aujourd'hui, il n'y a que 4% de la population française dans l'agriculture. C'est-à-dire que 4% de la population française arrive à nourrir les 65 millions de Français. Parce que les gaps de productivité sont tellement énormes qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de gens pour nourrir la population. Mais nous, dans nos pays, la difficulté, où est-ce qu'elle existe? C'est ce qu'on appelle la loi de King. C'est-à-dire que moi, je suis producteur de maïs. Je vois que les prix augmentent. Et qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? C'est que l'année prochaine, je dois emblaver plus de superficie du maïs pour augmenter mes bénéfices du maïs. Mais comme tous les autres producteurs font le même calcul, l'an prochain, il y aura une surproduction de maïs et les prix vont s'effondrer. Et moi, paysan, qu'est-ce que je fais? L'année d'après, je dis, le prix du maïs n'est pas bon, il faut que je réduise ma production de maïs. Et tous les autres vont avoir la même stratégie. Et donc, il y aura une pénurie de maïs l'année qui suivra. Donc, c'est pour éviter, en fait, ce caractère cyclique de la production, alors même que la demande est stable, elle est liée à la démographie. C'est pour ça qu'il faut une tierce personne qui est l'État, la puissance publique, pour stabiliser l'offre agricole, en fait. Et ce caractère cyclique de l'agriculture, c'est quelque chose qui est même dans le livre de la Genèse. Lorsque Joseph interprète le songe du pharaon autour des vaches maigres et des vaches grasses, il a dit c'est parce qu'il va y avoir de la sécheresse et donc beaucoup de malheur, en fait. Et c'est ça les vaches maigres. Et les vaches grasses, c'est les périodes d'abondance. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Pharaon construise des greniers pour pouvoir stocker au moment de l'abondance, pour faire face au moment des pénuries. Donc, c'est deux mondes totalement différents. Le reste du monde ne s'intéresse pas à l'Afrique par rapport à l'agriculture. Les Africains peuvent mourir en silence s'ils le veulent. Mais pour les matières premières qui font tourner l'économie mondiale, il y a une coalition internationale pour y accéder. Très bien. D'où l'enjeu des responsabilités qui sont les tiennes en tant que commissaire chargé du département de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement. Comment, avec cette responsabilité, tu participes avec tes collègues commissaires et également dans toutes les autres structures régionales, interrégionales, à pouvoir établir les jalons qui vont permettre qu'en 2050, nous n'ayons pas la même conversation si nous sommes encore en vie, étant donné qu'on a largement dépassé l'espérance. Comment? Oui. Nous, à la commission de l'UMOA, on a défini, il y a 20 ans, une politique agricole de l'Union. Et cette politique agricole nous a permis, au fond, d'identifier 5 filières prioritaires. Nous avons 3 qui sont végétales et 2 qui ne sont pas végétales. Les 3 qui sont végétales, c'est le riz, le maïs et le coton. Et les 2 autres filières, c'est le bétail viande et l'aviculture.
Donc, on a décidé de mettre le paquet sur ces 5 filières prioritaires. Et par exemple, nous travaillons beaucoup à la structuration des organisations de producteurs dans ces 5 filières. Le brassage, pour qu'il y ait des expériences qui puissent servir les autres, pour qu'il n'y ait pas cette tentation de réinventer la roue chaque fois. Il y a évidemment sur ces 5 filières prioritaires les 3 défis que j'ai cités au départ, autour de la production, des arrangements institutionnels et des politiques. Maintenant, ce que nous observons, c'est que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en 2005, a eu sa politique agricole aussi, les COAP. Donc, nous travaillons en synergie pour que nous puissions ensemble, en fait, faire face aux défis. Mais ça, c'est du côté de l'offre, c'est du côté de la production. Un pays comme le Japon ne produit pas beaucoup, mais ne souffre pas d'insécurité alimentaire. Parce que le Japon a les moyens d'importer ses vivres. Donc, l'autre aspect, c'est la demande. Pourquoi la demande africaine solvable est aussi faible? C'est parce que les gens sont pauvres, en fait. Et pourquoi les gens sont pauvres? C'est parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et l'Afrique est le continent le plus inégalitaire au monde. On a un degré d'inégalité interpays aussi élevé qu'en Asie, et un degré d'inégalité intrapays aussi élevé qu'en Amérique latine, où on a les grandes terres et les grandes propriétés, les latifundia, qui coexistent avec les paysans sans terre. Donc l'Afrique cumule ces 2 types d'inégalités, ce qui fait que pour vaincre l'insécurité alimentaire en Afrique, on aura besoin non seulement d'accroître la production, l'offre, mais aussi de réduire les inégalités. Et ça suppose des politiques de redistribution de la richesse nationale. Et donc une fiscalité qui puisse permettre cette redistribution. Puisque quand vous voyez le taux de pression fiscale dans nos pays, on est rarement au-delà de 20% du PIB. Dans un pays comme la France, on dépasse 45% de PIB, le taux de pression fiscale. Ça veut dire que pratiquement la moitié de la richesse créée chaque année dans le pays repart vers l'État, et c'est ce qui permet à l'État d'organiser sa politique de redistribution, en fait. Donc, pour moi, on a vraiment ces 2 blocs, production, mais aussi demande solvable, qui passent par des politiques de lutte contre la pauvreté. Avec les mécanismes donc institutionnels pour organiser cela. Tout à fait. D'accord. Ça veut dire que notre croissance verte, notre révolution verte a encore de nombreux défis, et en même temps, nous faisons face à ces aléas climatiques, mais également à différents prélèvements sur les ressources, pas forcément avec reconstitution des ressources, je pense à nos forêts par exemple. Et est-ce que ces questions environnementales n'impacteront pas également, même si nous mettons en place des réponses à l'offre, des réponses à la demande et la réponse au marché, on aura la question de l'environnement? Oui, c'est même une des principales urgences du moment. Moi, dans le cadre de mes fonctions, je travaille beaucoup sur un projet qui s'appelle le projet WACA, sur la résilience des populations face à l'érosion côtière. Et on voit bien que nous perdons 5 à 10 mètres chaque année du fait de l'avancée de la mer sur les terres. Et donc, l'enjeu vraiment des changements climatiques, c'est un enjeu qui est déjà une urgence. Pourquoi c'est une urgence? C'est parce qu'on est dans un piège. Les populations du Sahel, du fait du réchauffement climatique, ont tendance à migrer vers les forêts humides et les mangroves. Et les populations côtières, du fait de l'avancée de l'océan sur les terres, ont tendance à monter vers l'intérieur. Et donc, on se retrouve dans un piège, c'est que l'espace viable devient de plus en plus compétitif, en fait. En tout cas, sujet à compétition.
et avec beaucoup de tensions pour le vivre ensemble, pour la cohabitation des différentes communautés. Je vous donne l'exemple du Togo, mon pays. Vous voyez, 40% de la population togolaise vit à Lomé. Et Lomé, c'est 10% de la superficie togolaise, en fait. Seulement. Donc, comme en plus on perd 5 à 10 mètres chaque année, vous allez voir que très bientôt, Lomé deviendra invivable si on a ce mouvement d'exode rural qui vient vers Lomé avec un territoire qui se rétrécit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons rapidement mettre en place un schéma d'aménagement du territoire qui va permettre de développer des villes secondaires viables. Et donc, par rapport aux 5 régions économiques que nous avons au Togo, il faudrait que chacune de ces 5 régions puisse être un pôle d'attraction économique, si on veut que la vie soit vivable dans les prochaines décennies. Vous voyez? Et donc, la donne environnementale crée une pression supplémentaire et engendre cette urgence. Et au Mali, je l'ai observé aussi au niveau des producteurs de coton. Comme les prix du coton ont beaucoup chuté dans les années 2000, eh bien, ils se sont réfugiés vers la coupe de bois pour vendre le bois de chauffe. Or, c'est de la déforestation et ça crée de l'érosion éolienne, ce qui réduit après la productivité au moment où ils doivent semer pour produire. Donc, c'est des cercles vicieux. Et on aurait tort de négliger la question environnementale. Elle est déjà là et elle impacte déjà nos performances. Oui. Est-ce que nous avons les moyens économiques et financiers d'y faire face aujourd'hui dans la plupart de nos pays en Afrique, de nos États? Oui, nous avons les moyens. Encore faut-il vouloir ce que j'appelle servir l'intérêt général et le bien commun. C'est pour ça que les politiques territorialisées, les politiques de proximité sont incontournables. Parce que quelqu'un qui est à Bamako, le pouvoir central, qui est à Bamako, ne peut pas régler des problèmes qui sont à Kidal. Parce que ce n'est pas les mêmes systèmes agroécologiques. Et donc, il faut faire le pari de l'intelligence, de la proximité. Parce que ce sont les gens qui vivent les choses qui peuvent aider à trouver les solutions. Et c'est pour ça qu'on revient à l'impératif de la décentralisation. C'est pour que nous ne tombions pas dans le piège, au fond, de ce qu'un sociologue américain avait si bien décrit en disant « Nos États sont devenus trop petits pour les grands problèmes et trop grands pour les petits problèmes. » Vous voyez, c'est ça un peu le risque. Oui. Oui, c'est bien résumé, hein, c'est une belle synthèse, je pense, de l'échange que nous venons d'avoir. Et au terme de cette première partie de notre échange, si tu avais un mot, non pas une phrase, mais un mot, pour le secteur public, pour les institutions, un mot pour le secteur privé et un autre mot pour la communauté internationale, quels seraient les mots à l'attention de chacun de ces groupes? Bon, pour le secteur public, c'est la souveraineté. Je ne sais pas s'il faut Bien sûr, s'il te plaît. Oui, la souveraineté parce que souveraineté agricole, souveraineté alimentaire. On ne peut pas, plus de 60 ans après les indépendances, estimer que c'est le reste du monde qui doit nourrir l'Afrique. Bon. Et donc, l'impératif de souveraineté est vraiment au cœur de l'État. Et pour le secteur privé, ce serait plutôt la performance. La performance parce que, au fond, ce qui différencie le privé du public, c'est que le privé a d'emblée ce qu'on peut qualifier de retour sur investissement, positif ou négatif. Le marché sanctionne d'emblée le privé. Et donc, la performance doit être au cœur du secteur privé. Mais quand je dis performance,
J'élargis un peu, parce que ce n'est pas seulement l'accumulation de bénéfices, mais c'est cette responsabilité sociétale et écologique dont nous venons de parler. Et enfin, pour le secteur international, ce serait plutôt la solidarité. Okay. C'est le fait de prendre conscience que nous appartenons à une même planète, et comme on dit, il n'y a pas de planète B. Et donc, si on veut qu'il y ait une planète stable, l'impératif de solidarité devrait conduire la communauté internationale, en fait, à récompenser l'Afrique pour les services écosystémiques qu'elle rend au reste du monde. Comme tu le sais, l'Afrique ne produit que 4% de gaz à effet de serre en termes d'émissions. Mais l'Afrique, c'est 17% de la population mondiale. Donc, à supposer que nous veuillions produire ou émettre les 17% auxquels nous devrions avoir droit au minimum, puisque nous représentons 17% de la population mondiale, mais le réchauffement de la planète ferait qu'on serait dans une situation létale, en fait. Et donc, lorsque nous parlons de la solidarité, c'est une solidarité fondée, en fait, sur la reconnaissance que l'Afrique, aujourd'hui, sauve l'humanité, de par la sobriété de son mode de vie. Sobriété voulue ou subie, mais en tout état de cause, grâce à nous, le monde reste vivable. En fait. Très bien. Souveraineté, performance responsable, voilà. Solidarité. Très bien. Merci beaucoup, Kako, Merci. Pour cette première partie de notre échange, pour ta disponibilité et pour des réponses très concrètes que tu apportes à cette importante question de la sécurité, ou devrais-je dire de l'insécurité alimentaire. Merci. Merci.